Bonjour à tous. Les peuples autochtones sont les gardiens traditionnels de l'île de la Tortue, la terre qu'on connaît aussi comme l'Amérique du Nord. Nous reconnaissons leur sagesse et connexion avec la terre puisque ce sont les gardiens traditionnels à travers le temps. La terre et les alentours, ce sont des territoires traditionnels des Wakana, des Catawba et des peuples Kaffir, ainsi que d'autres peuples autochtones qui ont habité dans ces terres et leurs histoires ont été marginalisées. La Commission pour la coopération environnementale s'engage avec la coopération et la promotion des droits des peuples autochtones. Cela inclut le droit à l'autodétermination et des activités environnementales ainsi que de prise de décision à travers l'Amérique du Nord. Nous reconnaissons et honorons l'histoire et la résistance des communautés de Wilmington et de cette région, où il y avait plusieurs communautés qui ont lutté qui ont lutté contre les injustices systémiques et historiques. Nous aurons cette table de discussion sur l'origine, l'évolution de l'urgence environnementale en Amérique du Nord. Donc, j'aimerais donc remercier la CCE et le directeur exécutif Daniel pour avoir organisé cet événement et nous fournir avec un contexte très complet pour la conversation d'aujourd'hui. La justice environnementale, comme on la connaît aujourd'hui, a des racines dans les mouvements de droits civils des années 1960 aux États-Unis. Les communautés ont une histoire de lutte contre le racisme, la discrimination et les injustices environnementales pour avoir accès équitable à la terre, l'air et l'eau propre. À travers les années, on a incorporé différentes voix et on a affronté plusieurs enjeux. Nous voyons plusieurs points de référence dans cette évolution de la justice environnementale à travers l'Amérique du Nord qui nous montrent comment le plaidoyer a obtenu quelques changements réglementaires très importants, mais plusieurs communautés s'affrontent encore de façon disproportionnée à ce type de problème. Nous voyons cette triple crise planétaire du changement climatique, la pollution et la perte de la biodiversité. Aux États-Unis, nous voyons ces inéquités qui ont plusieurs manifestations. L'air pollué ainsi que l'eau polluée, l'exposition aux déchets dangereux et aussi la vulnérabilité aux impacts climatiques comme les inondations. Dans cette discussion, on parle du caractère intersectionnel de la justice environnementale. Il y a plusieurs couches et donc qui peuvent avoir un impact dans les communautés selon la géographie, la race, l'endroit géographique. Nous avons cette approche multidisciplinaire dans la politique et dans l'action. Il faut continuer à utiliser cette perspective intersectionnelle pour comprendre et affronter ces vulnérabilités. L'Agence de protection environnementale des États-Unis est engagée avec ce sujet à travers différentes initiatives. Dans cette approche, nous avons l'accès à l'information, la promotion de participation publique et la mise en place de politiques de justice environnementale ainsi que des programmes. Par exemple, l'établissement du Bureau de la justice environnementale et de droit civil qui a le but de s'assurer que toutes les politiques et que toutes les actions soient inclusives et équitables. La justice environnementale n'est pas confinée entre les murs. Le Canada, le Mexique et les États-Unis ont tous des enjeux uniques et des forces uniques. Et en travaillant ensemble, on pourra construire des solutions beaucoup plus robustes pour renforcer nos communautés. La CCE a un rôle fondamental dans la facilitation de cette collaboration trilatérale. Des projets qu'on fait ensemble, le partage de connaissances pour développer des outils plus efficaces dans les communautés à travers nos 3 pays. Il s'agit de prioriser des actions qui puissent affronter les problèmes d'injustice environnementale actuels et les vulnérabilités. Il s'agit d'avoir cette distribution équitable des bénéfices environnementaux et de s'engager constamment
avec les communautés qui en sont touchées. Les solutions innovatrices et les cadres juridiques seront essentiels dans nos efforts pour atteindre la justice environnementale. Alors, chers amis, la justice environnementale doit se trouver au centre de toutes nos politiques et actions environnementales. Les décisions que nous faisons aujourd'hui qui vont former la santé et le bien-être des générations futures. S'il vous plaît, continuons de travailler ensemble. Partageons nos expériences et notre expertise afin d'avoir ou d'accomplir ce futur équitable et durable pour tous. Je vous remercie de votre participation dans la conversation d'aujourd'hui. Vos idées et votre expertise sont très importantes pendant qu'on navigue ce contexte de la justice environnementale et donc on a hâte de vous écouter dans cette discussion. Merci beaucoup de participer. Merci, administrateur Reagan. De cette façon, nous comprenons l'importance de l'évolution de la justice environnementale en Amérique du Nord. D'abord, j'aimerais dire que la discussion de ce panel sera enregistrée. Elle sera utilisée dans le travail de la CCE dans le domaine de la justice environnementale, c'est-à-dire on va l'enregistrer et on va la publier. Assurez-vous de ça. Nous allons répondre aux questions en ligne par Zoom et aussi de façon présentielle. Vous pourrez aussi lever la main pour poser des questions et le modérateur, c'est-à-dire moi-même, apporterons ces questions pendant la session. Il n'y aura pas de séance questions-réponses. À la fin, on va répondre toutes les questions. C'est quelque chose que nous faisons dans cette table ronde. Je reçois toutes les réponses et je pourrai répondre à ces questions. Je suis vraiment très fier d'être ici avec les panélistes dans ce moment si important, avec des panélistes si distingués. Donc, nous avons d'abord Benjamin Chavis. Je ne vais pas le présenter puisqu'on l'avait déjà présenté dans la session précédente, mais j'aimerais dire qu'il a eu un rôle très important dans le sommet de 1991. C'était le sommet des leaders de couleur. Et en fait, je me rends compte que les gens n'ont pas ces documents. Et c'est ça le problème. Nous avons besoin de cette information publiée. Il faut vraiment enregistrer l'information pour pouvoir l'enregistrer et avoir des progrès. Il faut voir qui nous sommes et ce que nous faisons dans ce problème. Kenneth Martin, un citoyen de Band River Band, un descendant de la nation Menominee à Wisconsin. Il est directeur du Bureau environnemental des Indiens d'Amérique et l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Et Kenneth était le premier assistant. Donc, Kenneth, on vous souhaite la bienvenue. Nous avons aussi donc cette branche stratégique de l'environnement au Canada dirige une analyse très importante au Canada. Comme vous le savez, on vient d'approuver une loi sur la justice environnementale. Ariel Déranger, directrice exécutive et fondatrice d'Indigenous Climate Action, Action des populations autochtones en faveur du climat. Elle va parler sur les dimensions autochtones sur la justice environnementale. Elle est très active dans la partie du plaidoyer et elle fait cette collaboration. Après, nous avons M. Marco Polo Huitron Bernaldez, directeur de l'application des lois fédérales relatives aux crimes contre l'environnement. À Profepa, il travaille sur des sujets de justice environnementale. Il va nous parler du gouvernement mexicain et des politiques qui ont été faites pour avoir accès à la justice en sujets environnementaux. Ça fait plus d'une décennie qu'il travaille sur ce sujet.
Nous avons aussi Octavio Rosas Landa qui n'est pas de façon présentielle, mais il nous accompagne de façon virtuelle. Il a eu certains problèmes avec son voyage. Professeur de l'économie dans l'Université nationale autonome du Mexique, membre fondateur de l'Assemblée nationale. Il a un master en géographie et nous sommes vraiment très contents de l'avoir parmi nous. Soyez le bienvenu. Octavio. Et maintenant, nous allons parler de la justice environnementale. J'aimerais vous dire que je vais finir en faisant un lien entre la justice environnementale et Isaac Newton. Pensez à ça. Il y a une relation qui est vraiment très importante pour toutes les personnes présentes. Comme vous le savez, nous avons travaillé sur la justice environnementale, sur son évolution, sur l'histoire et sur la politique publique et le mouvement. C'est une expression pour les communautés qui subissent cet impact et qui sont marginalisées. Si nous parlons de la justice environnementale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, nous avons déjà vu ça à travers une perspective de droit humain. Il faut penser à la justice environnementale, mais la voir à travers cette évolution des lois, des droits humains et des accords. Et nous commençons à découvrir la relevance de la justice environnementale au niveau international. Et surtout, avec le principe numéro 10, l'accès de l'information et la justice. Ce sont des piliers de la justice environnementale qui ont été établis au niveau universel et dans beaucoup de groupes au niveau mondial, même s'il n'y a pas une seule définition. Vous allez entrer dans un site web comme dans le nôtre et vous trouverez une définition parfaite de la justice environnementale, mais il n'y a pas seulement une, il y a plein de définitions. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut dire ces mots à qui que ce soit et même s'ils ne connaissent pas tout sur la justice environnementale, ils pourront savoir ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, lorsque on ne l'a pas, on pourra comprendre ce concept. On parle des injustices environnementales. Les injustices nous font agir afin de rechercher la justice environnementale. Le mot ou ce type de phrase qu'on avait pendant les années 70 et même les années 60 sur les employés qui subissaient cette pollution toxique dans le milieu de travail. On disait que ces personnes devaient avoir accès à l'information pour comprendre pourquoi elles tombaient malades. Elles devaient savoir à quoi elles s'affrontaient, quels étaient les risques. Elles avaient le droit de recevoir des services de santé. Il y avait des règles. Ils voulaient l'application de la loi. Ils voulaient des compensations à cause de leur maladie. Et c'était ça le début de la justice environnementale. Nous avons besoin de parler de ce sujet qui est surgi dans l'histoire plusieurs fois. Il faut comprendre quand est-ce que cela s'est passé. En 1948, lorsque la Déclaration universelle des droits de l'homme a été écrite, on a dit finalement, on ne peut pas exploiter les personnes. Le mouvement des droits civils a eu lieu après ça aux États-Unis. Et le mouvement de la justice environnementale ne prendrait pas trop de temps à commencer. Il se trouve dans le contexte du réveil des droits civils, sociaux et économiques. Pour commencer à lutter au niveau mondial pour les droits de la personne, parfois nous associons ce mouvement de la justice environnementale aux États-Unis, mais en fait, cela s'est passé partout dans le monde. Les droits humains et les droits économiques et sociaux sont devenus plus importants. Et c'était cette époque. Et après, c'était le racisme environnemental. Merci, Dr. Chavis. Nous avons eu ce type de termes qui sont apparus et on ne parlait pas nécessairement de l'environnement, on parlait de la pollution. Ces mouvements ne parlaient pas de la protection des forêts ou des lacs, ils parlaient des personnes qui étaient en train de tomber malades et qui étaient en train de mourir. Pour cette raison, il y a eu cette distinction, cette différence qui a été soulignée.
Et donc, les personnes se trouvent au centre des mouvements de la justice environnementale. En 1991, et merci Dr. Chavis, il y a eu cet événement qui a été organisé, puisqu'il y a d'autres personnes qui ont participé à cette réunion. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Sarah, tu étais là aussi. S'il vous plaît, levez-vous. Rappelez-vous de vos leaders, rappelez-vous des dirigeants. On l'avait déjà mentionné dans le panel des jeunes. Vous ne commencez pas de zéro. Vous êtes en train de reprendre le travail qui avait déjà été fait. Lorsqu'on parle de la justice environnementale, on parle de l'histoire et de l'évolution. Ce panel parle de 3 pays qui sont en train d'essayer d'analyser la justice environnementale à travers une perspective commune. Nous parlons de politiques qui sont différentes dans chaque pays. Nous avons les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes problèmes, les mêmes luttes et le plaidoyer face au gouvernement en ce qui concerne les polluants ou la pollution environnementale. Ce sont des sujets qui sont très similaires. Puisque nous sommes plus interconnectés grâce à la technologie de TikTok, Facebook, etc., nous sommes de plus en plus divers du point de vue social et nous sommes plus tolérants et plus éduqués. L'injustice devient moins acceptable et ça fait partie de ce qu'on fait. Nous voyons comment la justice climatique, la justice autochtone, la justice de genre, de visibilité, de la jeunesse, la intergénérationnelle, la justice pour les migrants, tous ces sujets qui sont perçus à travers une perspective de justice environnementale. C'est la façon de communiquer ça pour créer des connexions. Pendant que je parle de ça, la justice environnementale aura des directions différentes et elle va aborder différents sujets. Et ce panel va parler de ça. Peut-être on ne parlera pas de la justice environnementale dans toutes les sociétés, mais on va parler d'équité, de justice, de non-discrimination, de ressources environnementales et de pollution. Alors, nous sommes en train de parler de justice environnementale. Nous devons parler de toutes ces dimensions. J'aimerais finir, et je n'ai même pas mentionné Isaac Newton, comme je vous l'avais dit, mais je vais bientôt le faire. Avec la loi de l'inertie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si quelque chose est en train de bouger, cette chose va suivre la même direction, à moins qu'une force qui agit sur elle pour faire changer sa direction. Alors, réfléchissez-en. S'il y a une chose qui bouge vers une direction, on ne pourra pas attendre que la direction change, à moins qu'il y ait une force qui la fasse changer. C'est-à-dire, il faut agir pour changer la direction des injustices environnementales. Et c'est vous, cette force d'action. Merci. Is my mic working? There it is. Fantastic. So that sets us up for a discussion that Alors, nous allons commencer une discussion, un débat qui me semble être très intéressant. Nous n'avons pas besoin de définir la justice environnementale. D'abord, Chavis, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Je vous ai vu pendant des années avec des jeunes. Nous voyons ce qui se passe avec l'Agence de protection environnementale. Alors dites-nous où est-ce qu'on en est en ce qui concerne la justice environnementale et surtout après toute cette lutte de plus de 40-50 ans. Nous avons réussi beaucoup de progrès. Je veux toujours parler des promesses que nous avons faites. Et on ne veut pas lutter tout simplement pour lutter. Nous voulons nous battre pour gagner. Nous voulons améliorer les choses. Nous voulons améliorer la qualité de vie des communautés que nous représentons. Si j'analyse les 50 dernières années, nous observons un progrès. Mais il y a une chose qui est reliée au progrès. Chaque centimètre de progrès inclut quelques centimètres de répression.
par les forces de l'injustice. Lorsque nous luttons pour cette justice, on sait qu'il y a des inéquités et des injustices. Alors, je ne vais pas prendre le microphone pendant ce panel parce que j'ai aussi écouté les autres, mais j'observe que nous avons dépassé la tolérance des uns vers les autres et nous acceptons, nous incluons. Cette conférence n'aurait pas été possible il y a 50 ans parce qu'on était en train de se défendre à l'époque et nous n'avions pas beaucoup de connaissances. Parfois, on n'avait même pas du tout de connaissances en ce qui concerne les peuples autochtones. Et jusqu'à un certain point, ne comprenaient pas très bien cette vision. Et donc, avec la fondation de cet héritage, il y a eu des milliers de dollars qui ont été dépensés pour faire de la recherche culturelle. Ils voulaient nier le génocide des peuples autochtones. Les personnes avaient été emprisonnées. Et la Californie et le Nouveau-Mexique, qui faisaient partie du Mexique, avaient nié ça. Alors, une partie de ce mouvement, c'était qu'on devait défier ces divisions. Et alors, la CCE a établi une entité trilatérale, c'est une institution trilatérale, où nous pouvons recueillir des millions de dollars pour défier cette fausse histoire. Je n'avais pas pensé que je vivrais suffisamment pour être témoin de cette vérité alternative. Ça n'existe pas. Alors, c'est vrai, sinon c'est un mensonge. Donc, il y a plein de travail à faire. Nous basons dans ce progrès parce que les jeunes doivent aussi participer dans ce mouvement qui va marquer la différence et qui l'a déjà marqué. Alors, notre façon d'inspirer et de transmettre ce devoir à la génération suivante. Il faut s'assurer de pouvoir transmettre toute l'histoire lorsqu'on transmettra ce devoir. Nous nous sommes acceptés à travers. Nous avons dépassé les frontières du Canada, du Mexique et des États-Unis. Et ça va au-delà. On échouera si on ne travaille pas aussi avec l'Amérique latine et avec le reste du monde. La justice environnementale, c'est un terme global. Ça s'est commencé dans beaucoup de communautés locales, partout dans le monde. Merci, Dr. Chavis. Je veux passer directement au Canada, parce que vous avez cette nouvelle loi, après une décennie, tenter de la concrétiser, vous l'avez fait passer. Et voilà, vous avez bénéficié de décennies de tentatives aux États-Unis, au Mexique, il y a une agence qui travaille sur les questions de justice environnementale. Donc au Canada, voilà, comment voyez-vous la situation, les avantages offerts par cette nouvelle loi? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à considérer, mais pour entrer un peu plus dans le détail, la semaine dernière, donc une loi exigeant une politique nationale pour faire face au racisme environnemental, les injustices environnementales, maintenant d'inscrire dans la loi. Et donc, un des éléments principaux, c'est que quand on élabore une telle stratégie, il faut tous les 5 ans évaluer les avancées de ces stratégies et pour établir ensuite une stratégie pour les 5 années suivantes. Donc, ce qui exige de pouvoir démontrer les progrès réalisés.
Ce que j'aimerais saluer ici, c'est que cette loi provient des organisations de terrain. C'est 10 ans d'efforts de ces organisations pour faire passer cette loi. Et il n'arrive pas souvent qu'une loi tirant ses racines du terrain se concrétise. Ceci aidera les décideurs à comprendre que vos préoccupations sont aussi leurs préoccupations. Donc il s'agit d'une grande victoire en matière de justice environnementale au Canada. Et donc il y a des temps enthousiasmants à venir. Passons au Mexique. J'aimerais entendre le point de vue de la Profepa, donc du parquet de protection de l'environnement mexicain. Comment la Profepa envisage la justice environnementale, le combat pour la justice environnementale. D'abord, merci de m'avoir invité à m'exprimer ici. Je représente donc la Profepa, qui est donc le parquet en charge de la poursuite les poursuites en matière de justice environnementale. Et donc, il s'agit de mettre en place les deux principes de base de l'État mexicain. Donc voilà, deux éléments. D'abord, un milieu, un environnement sain, et deux, l'accès à la justice. Deux principes. Mais aucun de ces deux principes ne pourra être respecté si nous ne tenons pas compte les peuples autochtones qui, au quotidien, nous apprennent quelle est la situation dans leur communauté. Et si nous n'en tenons pas compte en tant que fonctionnaires, eh bien, nous échouerons, puisque nos politiques ne pourront pas avoir l'impact qu'elles devraient avoir. C'est pourquoi qu'à partir de la Profepa, nous sommes conscients que l'accès à la justice et à un environnement sain doit être le résultat d'une collaboration entre tous, et que nous devons être très précis en termes administratifs en réalisant des visites d'inspection, donc notre contrôle des industries, des zones maritimes, donc en utilisant tous les outils à nos dispositions pour parvenir à notre objectif commun, à savoir préserver ces zones de la meilleure manière possible. J'aimerais demander à présent à Ariel, existe-t-il une justice environnementale autochtone qui serait différente de la justice environnementale en général? Si je remonte au sommet de 1991, il y avait nombre de représentants autochtones qui ont collaboré au développement des 17 principes. Il y a vraiment cet esprit de collaboration. Donc voilà, je crois que nous avons commencé à déconstruire certaines des définitions de la justice environnementale. Et c'est là où justement une spécificité autochtone commence à se distinguer. Donc voilà, si on se contente de se centrer sur les réformes du système colonial, ne suffit pas. La différence entre la justice environnementale générale, la nôtre, c'est que la nôtre tente de parvenir à l'autodétermination. Donc, en aliment avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. C'est là qu'on commence à constater des divergences, parce que nombre de communautés autochtones ne sont pas intéressées à tenter de réparer les structures coloniales, mais veulent plutôt construire leur propre système de gouvernance, de lois et de normes de manière autonome pour leur communauté, puisqu'au cours des 500 dernières années, les populations autochtones ont vécu sous l'oppression et la répression des structures coloniales. Au cours du panel précédent, on a entendu les jeunes dire que ce n'est pas des lois, des politiques et des accords en place, par exemple au Mexique, n'ont pas apporté de changements concrets dans leur communauté. Et nous le constatons nous aussi, donc je crois que la divergence principale, c'est que, tout d'abord, nous ne sommes pas forcément intéressés à réparer les lois, les politiques des systèmes coloniaux. Ça veut dire qu'on n'y participe pas.
Pour moi, voilà, je pense qu'on peut, à travers les systèmes coloniaux, on atténue les impacts, mais sans forcément résoudre. Deuxième élément, quand on parle du monde du Nord, du monde du Sud, on oublie souvent qu'il n'existe pas juste un Nord global et un Sud global. On a su le Nord du Sud et le Sud du Nord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent dans le Nord, mais avec des conditions comme du monde du Sud. En Amérique du Nord, il y a nombre de gens des conditions qui correspondraient au monde du Sud. Et donc, alors que la justice corrective et la justice environnementale sont importantes, mais l'autonomie et l'autodétermination restent essentielles pour les populations autochtones. Autre différence pour nous, c'est notre relation avec nos origines. Moi, je suis danais, et donc, qui veut dire la terre. Nous sommes des gens qui ont une relation avec les lieux, les terres qui nous définissent. Et lorsque l'on parle de justice environnementale, on parle de justice pour les caribous, pour les rivières, justice pour les arbres, les plantes. Non, voilà, nous faisons partie de tous ces éléments. Lorsque l'on protège le caribou, on se protège nous-mêmes. Lorsqu'on protège la qualité de vie du caribou, on protège également la nôtre. Lorsque la terre et les animaux tombent malades, nous aussi. Et donc, voilà, c'est aussi un autre élément qui nous distingue, notre relation différente. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes totalement différentes, mais il y a certaines nuances qui nous distinguent légèrement, puisque nous voulons créer un futur alternatif. Voilà, le futur actuel qu'on nous propose, c'est un futur capitaliste colonial dans lequel on était enfermés. Nous voulons construire un autre futur. C'est intéressant puisque j'écoutais, je pensais à M. Charles qui s'est exprimé hier dans notre panel. Je me rappelle également avec nos échanges avec la jeunesse, on parlait de systèmes alternatifs. Et je pense Ingrid et Charles ont également beaucoup parlé des lieux et de l'importance des relations avec les lieux où nous vivons, des lieux qui nous constituent. Avant de me tourner vers Octavio, j'aimerais rester du côté autochtone et inviter Kenneth à nous dire qu'en est-il à l'OPA avec cet élan important pour la justice environnementale et votre rôle avec les tribus autochtones du pays. Donc comment parvenez-vous à insérer le point de vue autochtone à l'action de l'OPA? Oui, c'est une question très importante. Je n'avais pas envie de parler d'inclusion ou de représentation aujourd'hui. Je voulais parler parce qu'il s'agit d'inclusion, puisqu'il s'agit d'éléments essentiels. Moi, ça fait 20 ans que je travaille pour le gouvernement fédéral, dans mon département des transports américains ou actuellement à l'OPA. Souvent, j'étais le seul autochtone dans la salle au cours de ma carrière. Vous savez, les peuples autochtones, nous ne sommes pas une seule personne. Je ne peux pas m'exprimer au nom des autres Premières Nations du pays, mais je pense que ce qui est important pour nous, et la question de la représentation est essentielle pour nos débats quotidiens. Ça a été un parcours difficile, pour être honnête. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas tracer une voie d'avenir. Pour reprendre la phrase d'Ariel, je crois que l'échafaudage colonial qui existe aujourd'hui, et je pense qu'on peut utiliser le système pour insérer le point de vue autochtone au travail de l'EPS, chose qu'il faut continuer à faire. Et ça n'a pas été facile, augmenter la représentation des peuples autochtones, pas seulement à l'EPA, mais sur l'ensemble du gouvernement américain. Je pense que c'est la même chose au Mexique, au Canada.
Et pour ce faire, on a besoin de cette représentation, notamment dans nos parlements. Donc, je pourrais passer des heures à parler d'inclusion, mais j'en resterai là. Je me tourne à présent vers Octavio. Ma question est la suivante. Vous travaillez sur une cartographie des conflits, ce qui nous ramène à la question des lieux où se situent les conflits. Mais il s'agit aussi des endroits où les ressources se trouvent, où les communautés, où les industries se trouvent. Donc les cartes jouent un rôle important. Le gouvernement mexicain le reconnaît et possède donc des cartes, cartographie les conflits justement, puisqu'il s'agit d'une manière de comprendre ces problèmes. Octavio, quelle est votre expérience en matière de justice environnementale? Geographical spaces and theories very well. You understand the EJ concept in the US. You also understand it very well in Mexico. Voilà, le concept de justice environnementale est présent au Mexique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre travail? Oui, merci de votre question. Question très pertinente. Pas seulement parce que les communautés locales souffrent de injustice environnementale en temps réel dans leur communauté, c'est également parce que ils en font l'expérience au niveau local, mais aussi en connexion avec l'économie mondiale, puisque la plupart des conflits environnementaux, socio-environnementaux qui ont lieu dans des pays comme le mien, le Mexique, sont liés à des accords passés entre les gouvernements et les entreprises. C'est le cas, par exemple, du traité de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, l'accord de l'ALENA signé en 1994. Et donc, sous le gouvernement néolibéral, on a jusqu'à 210 conflits. Et donc, c'est une situation qui dure depuis des décennies, mais les mesures prises sont insuffisantes pour permettre à ces communautés locales de résoudre ces problèmes. Lorsqu'une compagnie minière canadienne ou qu'une entreprise pharmaceutique américaine vient déverser leurs produits toxiques dans les rivières. Pour nous, une des questions les plus urgentes, ce sont les nombreux obstacles posés pour les communautés locales pour faire face aux différents aspects des injustices environnementales dont ils sont les victimes. C'est l'un des éléments les plus importants actuels, parce que pour trouver des solutions, il faut impliquer les communautés locales. Vous savez, comme disent certains peuples autochtones du Mexique, une solution collective n'est pas une solution. Et donc les autorités, que ce soit de la Profepa, du ministère de l'Environnement, d'autres institutions telles que la CCE ou le PA ou le ministère canadien, donc tous les différents acteurs doivent s'attaquer justement à ces obstacles pour que ces communautés locales puissent jouir de la justice environnementale. En 1991, un mouvement a commencé. Oui, nous avons lancé l'Assemblée nationale des personnes affectées. A été lancé en 2008. Nous avons organisé une dizaine d'assemblées. Nous avons organisé un chapitre mexicain. Vous savez, on a créé le tribunal international qui avait été créé par Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre.
Donc on a créé, on a répliqué ce modèle au Mexique pour dénoncer les injustices environnementales. Chavis, en 1991, vous avez lancé mouvement. Maintenant, il faut voir comment le poursuivre. Et ma question est la suivante. À l'époque, vous avez lancé un effort de coopération internationale sur la gestion environnementale. Il s'agissait de lancer un processus et lui donner la visibilité. À présent, plusieurs décennies suivantes, voilà, quelle serait la prochaine étape? Que pouvons-nous faire? C'est ma question la plus importante. Que pouvons-nous faire, nos 3 pays? Quelles sont les étapes suivantes? Voilà, les choses ne s'arrêtent pas là, donc qu'auriez-vous à dire? Je me rappelle que personne, aucun d'entre nous n'a demandé la permission de notre gouvernement. Mais cette initiative a apporté ses fruits. Parfois, les populations locales, les populations autochtones, voilà, ce ne sont pas aux populations autochtones d'obtenir l'aval du gouvernement. Ce serait le contraire qui devrait se passer. C'est au gouvernement d'obtenir l'aval des populations locales. Voilà, parce que lorsque des politiques verticales s'appliquent du haut vers le bas, ceci n'amène aucun changement. Mais dans le sens contraire, quand un mouvement part du bas, du terrain, vers le haut, pour tenter de transformer l'action gouvernementale, là, les chances de succès sont beaucoup plus grandes. Je le dis parce que, voilà, répondre à cette question aujourd'hui en 2024, donc aujourd'hui, nous devons continuer à construire un mouvement qui soit plus puissant que la résistance à ce mouvement. Nous devons utiliser les technologies à notre avantage. En 1991, il n'y avait pas d'adresse email. On avait des fax. Mais tout le monde ne possédait pas un fax. Ce qu'on avait, voilà, c'était du bouche à oreille de sources fiables. La fiabilité est importante pour construire un tel mouvement. Et dans le cadre de la CCE, je crois que les documents, les propositions formulées au niveau trilatéral devraient toujours être écrites, donc en tenant compte en partant du point de vue des communautés les plus affectées. L'année dernière, j'aimerais voir les principales universités canadiennes, américaines, mexicaines. Nous devons créer une sorte d'alliance, de consortium, je ne cesse de le répéter. Nous devons publier davantage, nous devons produire davantage de contenu, nous devons produire davantage, voilà, que les forces qui s'opposent à nous. Il s'agit d'un combat. Et nous devons nous assurer. Moi, je me bats pour gagner. Je ne me bats pas juste pour me battre. Et l'une des choses, dans l'instance telle que la CCE, c'est d'être stratégique. Donc voilà, et se mettre d'accord sur ce que l'on va faire d'ici à la prochaine réunion et pouvoir mesurer les progrès réalisés. Nous avons donc besoin de plans d'action inclusifs pour ce faire. Il ne s'agit pas de reconcevoir le colonialisme, de modifier le colonialisme. Lorsque Mandela est sorti de prison, il n'a pas tenté de réformer l'apartheid. Il s'agissait d'éradiquer l'apartheid et pas de le réformer. Même si on n'en parle pas beaucoup, le système économique contribuant à nos souffrances doit être démantelé, devra être démantelé à un moment donné. Ariel, que devons-nous faire
keep the conversation going. Ouais, j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Nous devons nous éloigner. Voilà, la représentation et la visibilité, c'est essentiel, mais ceci doit mener à une libération et ceci exige la décolonisation, le démantèlement des structures coloniales, la justice environnementale en tant qu'idéologie est un outil, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est non de réformer le système, mais de créer un nouveau système équitable pour tous. Et je crois que dans les structures actuelles, on a un problème avec un système qui maintient une relation inéquitable avec les communautés autochtones, noires ou d'autres populations de couleur de nos trois pays. On a la doctrine de la découverte, voilà, différentes doctrines, structures qui jettent les bases du système légal actuel. Et voilà, aucune réforme du système ne sera suffisante. Deuxième élément important, c'est qu'on n'a absolument pas besoin de permission. Un truc dingue au Canada, c'est que si vous voulez devenir une nation souveraine, on doit obtenir l'aval du gouvernement. C'est dingue de penser qu'il faut demander la permission du gouvernement pour être souverain sur vos propres terres ancestrales. Mais dans un tel contexte, nous devons développer une relation avec la terre, avec nos esprits. Je crois qu'une des choses qui a uni nos peuples en temps de crise, ce sont nos cérémonies. Cérémonies qui viennent valider nos relations humaines, mais aussi nos relations avec la nature. Donc voilà, il s'agit à la fois d'atténuer l'effet de la crise actuelle, mais également de trouver des nouvelles voies pour l'avenir. Octavio, votre opinion là-dessus? Nous devons créer de nouvelles formes de coopération entre les agences gouvernementales, les universités et les organisations de terrain. Il s'agit d'un élément clé du processus puisque ceci permettrait d'élaborer des pistes de résolution des problèmes hérités du passé. Et actuellement, il y a de nombreuses personnes intéressées, prêtes à collaborer. Donc, je vais rester au Mexique. En tant que fonctionnaire, il est très clair, et je l'ai constaté dans ce forum ici, que nous devons agir de manière très responsable avec les peuples autochtones et les communautés. Ce sont elles qui vont nous permettre que nos politiques se concrétisent et parvenir à nos objectifs. Il ne sert à rien de mettre en œuvre des politiques avec des scientifiques ou des universitaires sans tenir compte des besoins de ces communautés. Et moi, en tant que fonctionnaire, j'apprécie toutes les connaissances partagées. Voilà, nos trois pays, au bout du compte, forment une communauté, une fraternité. Et donc, moi, je veux tenter de contribuer à ces efforts afin de transmettre les connaissances à transmettre dans ce forum ici, pour les transmettre aux générations à venir, mais également aux générations actuelles, puisque le futur commence maintenant. C'est dès maintenant que nous devons continuer à construire sur les bases jetées par des gens tels que M. Chavis. L'EPA à présent. Prochaine étape pour l'EPA. Je vais être très, très bref parce que je crois que M. Chavis l'a déjà dit tout à l'heure. C'est lorsque nous nous unissons, voilà, nous avons le potentiel de réaliser des grandes choses. Et donc, pour moi, l'étape suivante, c'est de poursuivre le dialogue et de trouver des manières
d'utiliser les politiques pour parvenir à nos objectifs. Merci, Kenneth. La nouvelle loi canadienne, l'inspiration qu'elle génère, on a beaucoup parlé de développement de stratégie, de gestion environnementale. Quels sont les enseignements que vous allez retenir de ce sommet? Oui, la réponse est assez claire. Le gouvernement fédéral ne possède pas le mouvement de justice environnementale. Nous essayons de revenir aux personnes qui souffrent des impacts pour nous assurer que leurs histoires et leurs voix soient entendues à la table de prise de décision, et afin d'informer les décisions prises. Et je crois que nous avons le succès en aidant une communauté autochtone canadienne qui vient face à un problème de pollution de l'air. Donc et voilà, il faut raconter ces histoires concluantes. Il y a un point de départ toujours. Donc il s'agit d'offrir la possibilité aux gens de se former. Pas seulement en externe, en interne aussi, à l'intérieur des structures gouvernementales. À tous les niveaux de gouvernement. Tout le monde doit être éduqué et notamment transmettre le message que les territoires autochtones ne reconnaissent pas les frontières coloniales. Et comme ça a déjà été dit, réformer le système, des petites réformes du système ne suffira pas. Nous pourrions continuer encore une bonne demi-heure pour débattre. Mais voilà, je vais vous donner des devoirs. Allez les trouver, soumettez-leur des idées, ensuite je reviendrai avec eux. Moi, j'ai déjà discuté avec eux, j'ai entendu de nombreuses autres idées, mais le but, ce serait de pouvoir entendre vos opinions à toutes et à tous. Nous allons continuer à travailler sur la justice environnementale. Je l'ai dit dans la réunion du CCPM d'hier. Voilà, si vous cherchez CCE et justice environnementale sur Google, vous allez trouver davantage. Vous allez voir qu'on va continuer à rester actif sur ce sujet, en coopérant avec différents experts et institutions. Nous espérons que, de la sorte, nous parviendrons à écrire le chapitre suivant. Un grand applaudissement pour nos experts, s'il vous plaît. Je remercie le pays hôte, les États-Unis, pour nous avoir invités ici à Wilmington et d'avoir centré notre séance sur la justice environnementale. On n'a pas fini, on va se rendre à présent à la cérémonie d'ouverture. Quelques petits messages. D'abord, ne perdez pas vos badges, vous en aurez besoin pour la réception. Donc gardez-les avec vous. Le bus partira à 5h45 précise. Donc nous sommes en retard et nous nous retrouverons demain à 10h dans cette même salle pour la poursuite de nos débats. Merci à toutes et à tous pour avoir participé à cette table ronde.